Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure méthode pour se remettre d'un effort physique et optimiser sa récupération. C'est parti! On va tout de suite casser le suspense. La meilleure méthode de récupération post-entraînement reste et restera toujours le sommeil. En effet, dormir est la meilleure façon de se remettre d'un effort physique et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. On y passe plus de 20 ans dans notre vie. Cependant, selon les chiffres, un tiers des Français dormiraient moins de 6 heures par nuit et 60% se plaigneraient de la qualité de leur sommeil. Plus inquiétant encore, plus de 70% des adolescents français sont en dette de sommeil. On va se poser la question des répercussions qu'engendrent ces chiffres. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de vous dire d'aller vous coucher, même si quand on analyse les heures d'écoute sur YouTube, on pourrait peut-être le conseiller à certains. L'idée est de vous apporter des conseils pour optimiser votre récupération par le sommeil. On va essayer d'atteindre le Saint Graal, le sommeil réparateur. Une fois cette méthode de récupération optimisée, on pourra se poser la question des autres méthodes de complément. Les premières questions à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le sommeil et à quoi ça sert? Dans notre rythme circadien, que l'on appelle aussi l'horloge biologique, nous avons 3 phases. La phase d'éveil, la phase de sommeil lent et enfin la phase de sommeil paradoxal. Vous pouvez également entendre parler de sommeil lent profond. La première phase, la phase d'éveil, va jouer sur les deux autres. En clair, plus on sera éveillé durant la journée et plus potentiellement on s'endormira facilement. C'est notamment pour ça que l'on peut trouver des conseils concernant la lumière le matin. Si l'on se réveille en restant dans un lieu tamisé, on va ralentir cette phase d'éveil. Au contraire, en étant très vite à la lumière naturelle du sommeil, on va accélérer cette phase d'éveil. En fin de journée, nous veillerons plutôt à une bonne transition vers cette deuxième phase, mais nous y reviendrons dans les conseils. Cette deuxième phase, justement, de sommeil lent, est essentielle à l'organisme. Je vous passe les détails des transitions à travers l'endormissement et les phases de sommeil lent léger. Celle-ci va réparer la fatigue musculaire ou encore améliorer la qualité du système immunitaire. Elle va également jouer un rôle majeur sur la croissance par la sécrétion d'hormones et sur l'apprentissage à travers la capacité de mémorisation. Voilà donc pourquoi le manque de sommeil chez les adolescents est une problématique de santé publique aujourd'hui. La troisième phase, de sommeil paradoxal, va quant à elle jouer sur l'aspect psychologique de notre comportement. C'est durant cette phase que nous rêvons. Le cerveau et les mouvements oculaires sont très actifs. Elle va notamment impacter nos émotions, la gestion du stress, etc. Elle est donc également essentielle avec les trains de vie modernes que nous connaissons. Les phases 2 et 3 représentent un cycle de sommeil complet. Le reste de notre temps de sommeil sera composé de sommeil lent léger. Pour un sommeil réparateur, il faudra environ 25% de sommeil lent profond, 20% de sommeil paradoxal et le reste de sommeil lent léger. Ces cycles sont inégaux chez les individus parce que plus ou moins longs. En général, on connaît entre 3 et 6 cycles par nuit de sommeil. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les 2 premiers sont les plus importants car on connaît plus de sommeil lent profond durant ces cycles. Et plus l'on avancera dans la nuit, et plus le sommeil lent profond se substituera à un sommeil paradoxal. Donc, les premières heures du sommeil sont essentielles au repos. Pour en revenir à notre domaine, la dépense énergétique et le sommeil sont intimement liés. On sait par exemple que l'activité physique impacte le sommeil. On a toujours entendu que pour bien dormir, il était important de se dépenser dans la journée. Cependant, on constate qu'une activité physique trop tardive va altérer la qualité du sommeil. Notre système nerveux parasympathique sera moins actif, ce qui ne favorisera pas l'endormissement. Il faut savoir qu'une latence d'endormissement normale est inférieure à 30 minutes. Au-delà, on rentrera dans des problèmes d'endormissement. Une étude du mois dernier a d'ailleurs investigué chez des coureurs entraînés l'impact d'une séance de haute intensité à 21h. Le sommeil s'en voyait perturbé, notamment par une hausse de la température centrale. Également, les périodes de développement avec une intensité importante, comme en pré-saison, vont impacter notre sommeil. Et la déshydratation, dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, va jouer négativement sur notre capacité à récupérer. C'est ce que l'on appelle une altération du cycle veille-sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité va directement impacter la performance. Tout d'abord l'endurance à travers une diminution des qualités aérobies. Également, un mauvais sommeil va jouer sur les facteurs cognitifs, à savoir la concentration, l'attention ou encore le temps de réaction. Autant de facteurs essentiels à la performance. Enfin, il impactera également la psychologie de l'athlète à travers une perte de motivation ou encore une mauvaise humeur. Sur du long terme, un sommeil insuffisant risque d'impacter le système endocrinien, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones et le système immunitaire. Qui dit hormones dit évidemment une diminution de la trophie musculaire, donc on ne réparera pas ses muscles de façon suffisante. En clair, on filera droit à la blessure. Attention, le sommeil est très lié à la génétique. On parle souvent de petits ou de gros dormeurs dans la vie de tous les jours. Et en effet, il existe d'importantes différences et un sommeil plus léger ne veut pas forcément signifier un manque de sommeil. De même que pour les logiques de personnes matinales ou plutôt du soir. Nous y reviendrons plus tard. Également, pour un même individu, le sommeil évolue tout au long de la vie. On ne dort pas autant à 15 ans qu'à 50. Il existe alors des centres du sommeil spécialisés dans la détermination de ce que l'on appelle le chronotype. En clair, ils vont équiper les participants avec des outils d'analyse du sommeil et être capables de déterminer les heures favorables au sommeil profond. Ils vont également se rendre compte de cette différence d'être plutôt du matin ou plutôt du soir. Ce phénomène s'explique justement par le chronotype et est un facteur à prendre en compte dans le sport. Un athlète du soir ne sera certainement pas performant tôt le matin. Donc, si sa programmation d'entraînement implique ce genre de séance, elle risque de ne pas être en adéquation avec ses capacités. En connaissant le chronotype d'un sportif, on pourra littéralement individualiser les stratégies d'entraînement et de récupération. Évidemment, on ne va pas tous se diriger vers les centres du sommeil pour pouvoir déterminer notre propre chronotype.
On laissera ça aux gens qui en auront vraiment besoin. Mais l'on peut tout de même prendre des habitudes simples pour améliorer notre qualité de sommeil. Certains de ces conseils pourront vous paraître évidents, mais ils ne le sont pas forcément pour tout le monde, et je pense qu'il est important de les rappeler. Tout d'abord, il va être important de ne pas se coucher trop tard. En effet, nous avons dit que les premiers cycles étaient les plus importants, d'autant plus quand ils sont situés entre 23h et 3h du matin. Il s'agira donc d'être endormi à ce moment. Un endormissement vers 22h semble le bienvenu. Qui plus est, plus l'heure d'endormissement et de réveil seront régulières, et meilleure sera la qualité de sommeil. On essaiera au maximum de maintenir des horaires fixes. Dans cette même logique de régularité, il va être important de créer ce que l'on appelle une routine d'endormissement. Répéter des gestes de façon récurrente va faire comprendre à l'organisme que nous nous préparons à l'endormissement. Ça peut être le fait de prendre une tisane en lisant par exemple, dans une atmosphère plutôt tamisée. Les ampoules connectées peuvent être des outils intéressants pour réguler la température et l'intensité de la lumière. Qui plus est, si l'on rentre tard du travail par exemple, il est tout à fait envisageable de porter des lunettes de soleil. Les rames de métro ou d'autres transports sont très lumineuses. Il sera intéressant de ne pas trop s'y attarder. Il paraît évident alors d'éviter les écrans passé une certaine heure. Leur projection lumineuse est forte et ils activent de façon importante certaines zones de notre cerveau. Encore une fois, on préférera se tourner vers un livre. Également, la qualité de votre literie est essentielle pour être à l'aise et bien détendu une fois au lit. Il existe aujourd'hui beaucoup d'innovations dans le monde du sport comme les matelas autoréfrigérants, mais également dans le commerce à travers les matelas et oreillers à mémoire de forme. Ces différents outils, si l'on y adhère, peuvent totalement modifier la qualité de sommeil, je peux en témoigner. On sous-estime parfois trop l'impact de notre literie sur notre bien-être quotidien. Également, on cherchera à dormir dans un noir total et sans bruit parasite. Trop souvent, des lumières de matériel électronique viennent éclairer les chambres. Ou encore des bruits de fond auxquels on pense s'être habitué. Même si l'on réussit à s'endormir avec, ils vont nous gêner au cours de la nuit. D'autre part, il va être important de faire attention à sa température centrale. En effet, pour un bon endormissement, il s'agit de la diminuer. Donc, on proscrira les bains ou les douches trop chaudes avant de se coucher. C'est également pour ça qu'il faut veiller à garder une température de chambre plutôt basse. On parle, en fonction des études, autour de 18 degrés pour un environnement optimal. Évidemment, ce critère sera très impacté par vos habitudes et votre environnement quotidien. Enfin, on évitera les repas trop copieux le soir et proches de l'endormissement. On cherchera à dîner 2 à 3 heures avant de se coucher pour avoir déjà bien digéré. Si l'on résume tous ces conseils, d'un point de vue organisationnel, on va chercher à se coucher assez tôt, en ayant mangé depuis un petit moment, et surtout à être régulier sur les horaires d'endormissement et de réveil. On évitera les écrans, les lumières trop fortes, et l'on essaiera de mettre en place une routine d'endormissement pour préparer notre corps. On cherchera à être dans un environnement frais, dans un noir total et une pièce silencieuse. D'un point de vue matériel, on pourra profiter d'innovations comme les ampoules connectées pour tamiser notre environnement à l'approche de la nuit, et on contrôlera la qualité de sa literie. On peut évidemment se poser la question de la sieste, très pratiquée chez les sportifs. Une sieste de 20 minutes va être bénéfique à certains apprentissages, notamment ce qui se réfère à la mémoire procédurale, donc les coordinations, les mouvements, etc. Également, elle peut permettre de limiter la sécrétion d'hormones liées au stress lorsque l'on est en dette de sommeil. Ce phénomène peut donc être très intéressant à l'approche d'une compétition. Pour en revenir à l'hormone du stress, le cortisol, celle-ci va impacter négativement le développement du muscle en jouant sur le niveau de testostérone. La sieste peut donc permettre de contrecarrer cet effet. Elle sera donc intéressante lorsque l'on cherchera à développer sa masse musculaire. Cependant, nous parlons bien de micro-siestes d'une durée maximale de 20 minutes. Au-delà, nous allons impacter notre état de veille. Or, comme nous l'avons déjà précisé, c'est cet état de veille qui va favoriser l'endormissement. Si l'on dort trop longtemps, on risque d'impacter la qualité de notre nuit future. On pourra aller outre avec des siestes de 90 minutes lors de programmes d'entraînement très intenses. Pour finir, il est tout à fait possible de réaliser un suivi de son sommeil. Aujourd'hui, de plus en plus de cardiofréquencemètres sont capables d'analyser les phases du sommeil. De façon plus ou moins précise, ils peuvent déterminer le temps passé dans chaque phase. Voici un exemple de suivi du sommeil avec l'application PolarFlow de Polar et la montre Vantage V. Nous pouvons donc réaliser un suivi assez précis du temps de sommeil moyen de la période sélectionnée, de l'heure d'endormissement et l'heure de réveil moyenne, ainsi que du temps passé dans chaque phase de notre cycle de sommeil. On peut aussi, au besoin, afficher le temps de sommeil en durée plutôt qu'en timing. Ici, de façon moyenne, si l'on calcule le pourcentage passé dans chaque phase, nous obtenons 54,6% en sommeil lent léger, 17,6% en sommeil lent profond et 21,6% en sommeil paradoxal. Nous pouvons donc constater un léger déficit en sommeil lent profond, contrairement aux chiffres que nous avons conseillés tout à l'heure. Évidemment, si vous n'avez pas envie de vous embêter à réaliser des pourcentages, vous pouvez également vous référer au score du sommeil. Cet indicateur va s'affiner dans le temps à force d'analyser votre propre besoin en sommeil. Enfin, ici nous sommes sur une analyse de 6 mois de sommeil, mais il peut être intéressant à l'approche d'une compétition d'évaluer les périodes plus courtes. On peut avoir un retour chiffré pour un athlète dont la compétition annuelle approche, ou même pour une compétition à l'étranger, avec le décalage horaire, etc. Nous aurons un bon tableau de bord de la qualité du sommeil et donc de la récupération. À partir de ces données, et si l'on regarde également l'heure à laquelle on est parti se coucher, on va pouvoir calculer notre efficacité de sommeil. Pour ce faire, il s'agit de multiplier notre temps dormi par 100 et de le diviser par le temps total passé au lit. Au-delà de 90%, vous avez un bon index d'efficacité de sommeil. En conclusion, on peut dire que le sommeil est le meilleur allié pour la récupération à partir du moment où on en prend soin. Comprendre sa propre horloge biologique, c'est pouvoir optimiser sa manière de récupérer. En fonction des individus,
individu, la quantité idéale se situera entre 6 et 9 heures par 24 heures. La qualité sera quant à elle primordiale pour bien récupérer à travers une bonne proportion de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Il est possible avec quelques ajustements et routines d'améliorer sa qualité d'endormissement. Également pour ajouter de courtes siestes bénéfiques aux apprentissages moteurs. Pour finir, on pourra quantifier son sommeil si on le souhaite pour en faire un suivi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le sommeil pourra vous permettre d'améliorer votre récupération et votre quotidien. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La meilleure... Qu'est-ce qu'il a fait? Évident, mais ils ne le sont pas. Alors, réguler l'intensité et la température.